Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 6 octobre 2021, il est 20h03. Je vais vous lire la clause de non-responsabilité comme tous les mercredis soirs. Le support d'information d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical ni à l'expérience ou jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité, directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication, mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience appliquée par lui-même pour lui-même et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà pour ce soir, je passe la parole à notre ami Aviram. Merci, Joël. Avec plaisir. Bonsoir. Vous voyez la présentation et entendez ma voix bien? Oui, c'est correct, je pense. Cool. Donc, je vous souhaite aussi la bienvenue pour la multiplication du Knowledge Seeker Workshop numéro 400. Et aujourd'hui, c'est le 6 octobre, c'est du jeudi passé. Le titre, c'est Élever notre âme avec la nouvelle unité d'amélioration universelle. Le thème principal de la dernière multiplication de M. Kesh portait sur une nouvelle unité d'amélioration universelle qui est déjà faite et si je ne me trompe pas, elle est déjà dans le centre d'exposition à Linz. Et j'ai trouvé dans je prends les enseignements de 9 mois de Grégory Grabovoi et je fais ça très, très lentement. Donc, j'ai pas encore fini mon cours et je suis rendu à la résurrection. Et dans le chapitre de la résurrection, il y a un sous-chapitre où Grégory Grabovoi enseigne sa compréhension du voyagement dans l'espace. Donc, c'est le même thème et vous allez voir si Grégory dit autre chose que Meran. Commençons avec des bonnes nouvelles. Euh, Monsieur Kesh a annoncé que, comme il y a déjà la dernière fois, que les nouvelles unités universelles d'amélioration se font fabriquer actuellement en Chine. La Fondation Kesh a mandaté 3 unités par semaine, la production de 3 unités par semaine, dont les premiers vont être livrés au Brésil, aux États-Unis, c'est-à-dire à Arizona, et peut-être une de plus ou quelques de plus à Linz. Ensuite, vers la fin de l'année, la production devrait être augmentée à 1 unité par jour. Donc, la fondation compte sur beaucoup de demandes et je crois une fois c'est publié et c'est installé dans des endroits qui sont hors du réseau direct de la Fondation Cash, ça va donner un grand boost à la vente de ces unités-là.
Par rapport à l'expo à Linz, j'ai regardé, j'ai pas vraiment trouvé un nouveau vidéo qui portait sur l'inauguration qui a eu lieu la fin de semaine passée. Peut-être demain, dans le Knowledge Seeker Workshop, on va voir plus sur ça. Ensuite, Rick a montré ça et Monsieur Kesh a parlé de ça aussi. C'est la nouvelle annonce de YouTube qu'ils ont, c'est dans le cadre de Managing Harmful Vaccine Content on YouTube. Ça veut dire, en français, comment gérer, ou si c'est YouTube qui parle, comment nous allons gérer le contenu harmful, endommageant qui porte sur les vaccins sur YouTube. Donc, sur YouTube est très, très, très soucieux de ne pas permettre la publication des contributions ou des multiplications qui peuvent causer un dommage aux gens. C'est ça la réaction uniforme de Aviram et aussi de sa femme et de presque toutes nos amies. La raison, parce que la raison, vous connaissez tous que me semble les vaccins sont plus harmful que le contenu des émissions sur YouTube. J'ai encore pas vu quelqu'un ou rapporté quelqu'un qui est mort d'un effet secondaire d'avoir vu quelque chose sur YouTube. Et de l'autre côté, mais Monsieur Kesh, il a dit, et Rick aussi, que si on veut continuer à utiliser la plateforme YouTube, c'est important de respecter les règles. C'est quand même une corporation. YouTube, ils font des règles pour les utilisateurs et c'est pas aux utilisateurs de juger si la règle est bonne ou pas. Hein? Comme d'ailleurs tous les gouvernements depuis la Deuxième Guerre mondiale sont des corporations qui sont traités à la bourse d'ailleurs. Et à eux s'applique la même chose. C'est pas aux citoyens vraiment de juger si les mesures qui ont pris par des corporations nationales ont un sens ou sont acceptables pour les citoyens ou pas. De l'autre côté, c'est très clair pour nous. On travaille, par exemple, actuellement, l'enregistrement se fait par Zoom, et c'est une autre compagnie qui n'est pas encore rendue sur le niveau de YouTube et Facebook. De l'autre côté, on utilise majoritairement, comme la science de Eden aussi, les plateformes sociales comme Facebook et YouTube pour plus annoncer ce qu'on fait que le faire. Le faire, c'est beaucoup, les vidéos sont hébergées ensuite sur Bitly, sur Archive ou sur BitChute ou comme la Fondation Cache sur les propres serveurs à eux-mêmes. De l'autre côté, ce qui est beaucoup plus important, notre travail et de la Fondation Cache et de la science de Eden porte sur l'élévation de la conscience collective. Facebook et YouTube sont des plateformes
qui sont utilisés majoritairement ou de préférence par la conscience collective. Donc, si notre travail est efficace, c'est plutôt Facebook et YouTube qui vont sentir les conséquences de notre travail. Et nous ne demandons pas leur avis non plus. On fait des multiplications, on fait l'élèvement, on élève les âmes et on est tout à fait dans le éthiquement correct parce que sur le plan fondamental, le destinataire, admettons, on élève, on décide d'élever l'âme de Mr. Zuckerberg, qui est le propriétaire de YouTube ou Facebook. Et à ce moment-là, le destinataire, comme Mr. Zuckerberg, il peut absolument refuser notre intervention et ne pas prendre la bonne énergie quand nous l'envoyons. Donc, nous sommes au même temps très conscients que nos interventions respectent absolument la liberté absolue de tout le monde. Ensuite, on va aller dans le thème principal. Monsieur Kirsch a introduit sa description de la nouvelle unité d'amélioration par une question. Il nous a rappelé que la majorité de notre fonction vitale, la plus grande partie de notre, ou la totalité de notre apparence physique et son fonctionnement sont gérés par ce qu'on appelle l'ADN. Alors, l'ADN joue un très grand rôle clé dans notre évolution. D'ailleurs, l'adaptation de notre physiologie au changement continuel dans l'espace et sur la Terre ont pris des milliers d'années. Et maintenant, avec le voyage, ça pose un problème de toute évidence pour le voyagement dans l'espace par l'âme, parce qu'à ce moment-là, si, admettons, on arrive sur juste comme un satellite que la Lune ou où il n'y a pas de atmosphère, les conditions gravitationnelles sont différentes, il n'y a pas d'eau comme ce qu'on connaît et tout ça. Donc, les conditions de vie sur la Lune sont complètement différentes de celles sur la planète Terre. Ça veut dire que si nous allons refaire notre corps sur la Lune, ça peut être un corps ou ça va être un corps qui est grandement modifié pour refléter les différences qui existent sur la Lune par rapport à la Terre. Alors, comment l'ADN, qui normalement prend pour des changements des milliers d'années, va subir des changements et performer des changements dans quelques microsecondes? On peut être plus précis, c'est pas quelques microsecondes, c'est quelques milliardièmes de secondes, parce que vous saviez que le beat ou le rythme dans lequel notre réalité est rafraîchie est de 10 puissance 17 fois par seconde. Donc, c'est le même rythme dans lequel notre corps ou l'ADN doit s'adapter. Si on est juste concerné par le niveau matériel, le niveau physique, c'est très, très évident. Ça se peut pas. On peut en fait rien changer, même de changer une pensée dans la vitesse de 10 à l'exposant moins 17 fois, moins 17 secondes, c'est un défi complètement impossible pour nous. Donc,
C'est complètement impossible que ça se fasse sur le plan matériel. Donc, ça doit se faire sur un autre plan. Si on regarde le plan de transition, et notre trinité, on se rappelle, nous sommes tous composés d'une trinité qui est l'âme de la forme physique qui peut être appelée le libre arbitre aussi, et le corps. Le corps occupe majoritairement le plan matériel, le libre arbitre, il chevauche les trois. Il est alors plutôt sur le plan de transition parce que c'est lui qui, dans l'idéal, est l'argent par lequel et avec lequel l'âme reconstitue notre corps. Et l'âme, elle vit sur le plan fondamental. Ça, on n'a pas oublié. Donc, ça prend pour rematérialiser. Et si on regarde ces trois instances, les trois composants de notre unité, trinité, ça veut dire que si on regarde le prochain, le libre arbitre et ses connaissances, aussi longtemps que la conscience n'est pas tout à fait structurée, sont très, très, très limitées, trop limitées pour faire ça. De changement de l'ADN, admettons. De l'autre côté, quand on vit dans une conscience qui est encore peu structurée, ça veut dire on est soumis, chacun de nous, surtout notre libre arbitre est beaucoup soumis à des croyances collectives comme d'être malade, c'est normal, de vieillir, c'est normal, de mourir, c'est normal. Et on ne peut pas être dans l'espace à l'extérieur euh, de l'atmosphère de la Terre. On va imploser ou exploser à ce moment-là. Donc, le libre arbitre, lui, il ne peut pas le faire non plus. Donc, ça nous laisse avec une seule instance qui est l'âme et comme par hasard, l'âme, elle dispose de toutes les connaissances que le Créateur même. Donc, elle a toutes non seulement les croyances, mais aussi les possibilités d'altérer le plan matériel selon sa guise. Donc, à ce moment-là, et là, il faut se rappeler aussi que probablement l'âme n'est pas forcée de prendre le plan matériel pour effectuer du changement. C'est-à-dire, elle ne va pas changer des bribes ou des parties de la ADN pour qu'ensuite, quand le rafraîchissement cellulaire se fait, les cellules peuvent se modifier, etc. Ça serait encore une fois trop lent parce qu'on se rappelle, ça prend un milliardième de seconde. Donc, c'est plutôt que l'âme va savoir complètement et dans chaque détail les conditions de vie sur la Lune parce qu'elle est la co-créatrice de la Lune. Donc, à ce moment-là, elle a toutes les données et elle peut, avec une logique très simple, adapter la forme physique sur le plan fondamental tout de suite. Et sur le plan fondamental, il n'y a rien qui prend du temps parce qu'il n'y a pas du temps. Oui. Alors, et à ce moment-là, si notre prototype original est modifié, si on veut, adapté à cette nouvelle incarnation sur la Lune ou une autre planète, là, on est dans le beat de 1 milliardième de fois par seconde
où le corps peut se reconstruire à la norme. Et à la norme sur la Lune, ça veut dire on va être capable de vivre heureux comme ici dans l'autre environnement, c'est-à-dire toutes nos fonctions cérébrales et vitales et physiologiques vont être adaptées parfaitement à la condition sur la Lune, à la destination, mais au même temps, la Lune s'est recréée au même beat, c'est-à-dire elle nous a acceptés comme visiteurs, elle aussi va être un environnement qui est complètement propice à nous, qu'est-ce que nous, on veut vivre en étant sur la Lune. Voilà, ça c'était la porte d'entrée de M. Kesh sur ce thème. Ensuite, il a parlé de la nouvelle unité d'amélioration universelle qui contient deux systèmes au même temps. Il y avait les versions originales comme avant, ils avaient juste un système et maintenant il y a deux systèmes. Et j'ai pris la photo de la unité universelle, j'ai projeté un corps humain dedans et j'ai, comme schématiquement, montré ce que j'ai compris, comment les trois, en fait, systèmes marchent. Parce que le système humain, elle, étant le troisième système. Et si on a dans une unité, dans un système, un triple système à l'intérieur, c'est-à-dire c'est une trinité, donc on pourrait déjà de là deviner qu'est-ce que c'est, et c'est exactement ça, ce que M. Kesh a expliqué, que la coquille extérieure, comme le système le plus élargi, c'est le système qui représente l'âme. Il faut toujours penser, si on dit âme, on dit aussi créateur, parce que l'âme et l'âme du créateur sont identiques. Ensuite, à l'intérieur de ce système-là, si on visualise ça comme une sphère allongée, à l'intérieur de la sphère de l'âme se trouve la sphère de l'esprit ou de l'âme, de la forme physique ou du libre arbitre ou du mental, comment on veut le nommer, personnalité. C'est montré par l'ellipse rouge. Et à l'intérieur de ça se trouve le corps humain. Comme par hasard, cette configuration spatiale reflète l'état d'harmonie entre les trois parties de notre Trinité. Non? Parce que notre Trinité, elle est seulement ce qu'on a vu la dernière fois. J'ai montré la sphère de l'âme et la sphère de l'âme de la forme physique et le corps physique. Et on a vu si la sphère de la forme physique est beaucoup plus gonflée, beaucoup plus grande que la sphère de l'âme, elle empêche les champs de l'âme d'influer directement sur notre réalité. Et l'âme de la forme physique, c'est-à-dire le libre arbitre, fait ça parce qu'il est soumis à des croyances collectives qui sont non constructives. Et il dit non, on ne va pas laisser le contrôle du monde matériel à n'importe qui. Ça va être toujours moi qui dois être en contrôle conscient, qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte, de la réalité matérielle. Tandis que l'état à la norme serait si le libre arbitre dispose d'une conscience
qui est bien structuré, c'est-à-dire à ce moment-là, il se transforme d'un enfant hyperactif à un serviteur parfait. Et quand il est le serviteur parfait, ça veut dire il est dans une unité ou une unisson avec l'âme, unicité. Et schématiquement, sur notre image, c'est marqué ça par le cercle de l'âme, de la forme physique, qui est à l'intérieur du cercle de l'âme. En autre mot, ça veut dire que les champs de l'âme vont au-delà, c'est-à-dire incluent toute la sphère de l'âme, de la forme physique et du corps également, par conséquent. Ensuite, je vous ai mis, il a parlé d'autres choses entre-temps, dont je vais vous parler dans un instant. Un peu plus tard, il a évoqué que il y a aussi la configuration de l'âme, des deux systèmes dans l'unité universelle. Elle est très spécifique. C'est-à-dire, ce n'est pas justement une à l'intérieur de l'autre, comme j'ai expliqué jusque maintenant, mais ces deux systèmes reflètent aussi la coupe de la Terre, version humaine et version peuple vertical. Je vous ai mis le schéma de la coupe de terre. Vous voyez à gauche la configuration de l'âme, âme de la forme physique et corps des plantes par rapport à la terre. À droite, vous voyez les mêmes constituants de notre système humain également dans le contexte terrestre. Et là, vous voyez que la séquence de la Trinité dans les peuples verticaux est inversée à la séquence de la Trinité chez les êtres humains. Donc, si on prend la Terre comme une unité, comme notre base d'existence, la plante a entre la base et sa forme physique tout de suite son âme. C'est-à-dire son âme est, comme on pourrait dire, hardwired, c'est-à-dire intégrée physiquement presque dans le contexte terrestre, tandis que sur sa fondation, tandis que chez nous, les êtres humains, l'âme est à l'autre côté, opposé, et il y a cette instance de libre arbitre entre l'âme et la terre. Et ça fait justement, ça crée c'est la possibilité ou la cause de notre liberté absolue. Et de l'autre côté, c'est parce aussi longtemps que notre conscience n'est pas assez évoluée ou structurée, c'est aussi la cause de beaucoup de confusion et de dommages et de désolation parce que le libre arbitre, aussi longtemps qu'il n'est pas le serviteur parfait, ça marche mal. Voilà. Donc, ça veut dire, c'est parce que cette configuration est intégrée dans le système âme-esprit-corps, dans l'unité universelle. La conséquence de ça, c'est que nous pouvons goûter, une fois que nous allons dans cette unité, nous nous exposons aux champs qui sont créés par cette unité-là. Naturellement, nous allons
être dans une situation dans laquelle nous pouvons expérimenter cette harmonie qui est comme structurelle, c'est-à-dire le libre arbitre, son rôle est un peu suspendu. Tout ça, toujours prérequis notre consentement. Alors, le premier consentement, c'est très clair. Personne va nous forcer d'entrer dans une unité universelle, d'abord. Deuxièmement, une fois que nous sommes à l'intérieur, ça prend aussi que nous restons ouverts et que nous sommes vraiment là pour comme nous soumettre à une nouvelle expérience. Donc, si on est dans une grande ouverture comme ça, on entre dans le système, ça va aller très bien. Mais si par contre, admettons, quelqu'un dit, ah, mais moi, j'ai un cancer de prostate et c'est ça ce que je veux guérir, tout votre blablabla de âme et forme physique et tout ça, ça m'intéresse pas. Donc, lui, peut-être, il y a très peu de chances qu'il va se guérir. Honnêtement, mais il y a des miracles peut-être. Et on ne sait pas si le libre arbitre, il va toujours être capable de maintenir sa position pour dire non, je ne veux pas expérimenter que mon âme, je ne veux pas perdre mon contrôle, soit entre un autre mot. Donc, cette possibilité est toujours garantie et intégrée dans le système. Comment ça va s'expliquer dans un instant. Là, je vous ai mis les 3 citations que je trouvais les plus importantes de M. Kirsch dans le discours de jeudi. La première, elle agit sur la condition ou la conséquence de la condition quand on ne vit pas dans une unité universelle d'amélioration. Le plus grand problème pour l'humanité est de contenir, c'est-à-dire d'être capable de contenir l'âme de l'homme et l'âme de la forme physique ensemble, afin qu'elles ne puissent pas créer la condition de se libérer l'un de l'autre et causer ce que nous appelons la mort sur cette planète, mais de les maintenir toutes les deux en harmonie. Là, c'est dit très clairement. L'instance qui, tout d'abord, mort est entre guillemets, c'est-à-dire c'est plutôt une perception qu'on peut croire ou pas, mais ne c'est pas une réalité. Et cette perception se crée si la forme physique, l'âme de la forme physique s'éloigne trop de l'âme. Et nous avons à l'époque, on a pris l'image que les deux sont liés, le corps et l'âme sont liés par un ruban élastique. Et si par la résistance de libre arbitre, ce élastique est mis sous tension grandissante, à un moment donné, cette tension va être trop grande pour le pauvre ruban et il va juste snapper, c'est-à-dire casser. Et à ce moment, quand le lien entre les deux âmes s'est cassé, se produit, alors à ce moment-là, les deux sont indépendants, si on veut, de l'autre, et ils sont trop loin un de l'autre, et à ce moment-là, ce qui arrive, c'est ça ce que nous appelons la mort physique sur cette terre. Deuxième, elle traite de la conséquence de cette observation de la mort. Donc, si j'ai compris
que la mort s'en vient, cette perception nous arrive lorsque les champs de l'âme et de l'âme, de la forme physique, sont trop différents, voire indépendants et amènent à la mort. Donc, le plus grand problème de nous en ce moment, c'est de rassembler les champs pour qu'ils ne fassent qu'un. Alors, c'est pas juste de maintenir une distance vivable, on pourrait dire, c'est-à-dire vivant mais malade, ou vivant mais malheureux, ou vivant mais ennuyé, ou vivant mais pas vraiment vivant. Hein? Alors ça, c'est pas vraiment vivable. Le vivable, c'est le moment où les champs dans de l'âme avec les champs de libre arbitre ne font qu'un, c'est-à-dire le libre arbitre à l'intérieur de l'âme. Et de rassembler les deux dans un point d'harmonie, M. Kirsch nous dit, est beaucoup plus important que de réaliser le transport et de la transmutation. Bien que ça, ce sont les carottes actuellement pour nous. Mais tant qu'à y être et travailler avec des carottes, c'est probablement une bonne idée de regarder toutes les carottes au même temps. Et à ce moment-là, on va voir que les carottes, ça peut être les carottes. La chose qui fait marcher toutes les carottes, qu'on peut avoir les carottes et les manger, c'est si on arrive à mettre le libre arbitre en harmonie avec notre âme, dit très brièvement et clairement. Et Monsieur Kesh, il continue, la conscience collective de cet équilibre des champs devient une partie du processus de l'humanité du futur. Parce que c'est, de là je comprends, c'est exactement ça le pas évolutionnaire que l'humanité est en train de faire. Pas juste être capable de faire la transportation, la transmutation ou de guérir les maladies comme un medbed ou quelque chose comme ça avec un gadget technologique plasmique ou Eden ou Tesla, whatever. Mais de ne plus être malade, de oblitérer la possibilité de maladie, de vieillesse, c'est-à-dire de inaugurer notre vie éternelle dans le corps physique. Et ça se fait automatiquement, toute transportation, transmutation, etc., se fait automatiquement si on arrive à établir l'équilibre parfait entre l'âme et le libre arbitre. Et quand l'équilibre est parfait, c'est à ce moment-là que notre vie va être à la norme. Troisième. Le troisième est la conséquence de si on a compris tout ça et on va visiter l'expo à Linz. Lorsque vous venez au centre d'exposition, ne regardez pas les systèmes et ce qu'ils peuvent faire pour vous, comme téléportation, transmutation, fabrication des matériaux, etc., pp., mais regardez les opportunités qu'ils représentent pour apprendre davantage et comment vous pourrez, en apprenant davantage, vous rapprocher du Créateur.
Donc, les unités d'amélioration et tous les autres produits de la Fondation Keshe, leur but, ils ont tous le même but. Comme l'enseignement, c'est le même but que cet enseignement, c'est le même but que l'enseignement de Grigory Grabovoy et autres, c'est de nous rapprocher davantage au Créateur. Et ça, on peut, pendant qu'on réfléchit à des opportunités qui sont contenues dans des unités universelles pour le bénéfice de tous. C'est ça le salut global. Donc, ces unités, c'est des unités qui, comme toutes les technologies évolutionnaires, ils sont là parce qu'ils travaillent pour le salut global. C'est-à-dire, ils travaillent pour que tous les éléments de tous les univers soient en harmonie un avec l'autre et heureux. Et ça donne vraiment un autre aspect. Si je regarde l'unité universelle comme je suis très intéressé comment on peut téléporter, comment on peut faire des matériaux et tout ça. Mais je peux aussi penser, admettons cette machine-là ou ces systèmes-là sont à Linz, ils sont à Nevada chez John, ils sont au Brésil, ils ont peut-être aussi une fois au Guatemala, ou même en France, imaginez-vous. Et à ce moment-là, toutes ces machines, parce que la coquille extérieure, comme vous vous rappelez, comme vous avez vu sur le schéma, c'est l'âme. Et il n'y a juste une âme. On parle de l'âme d'Aviram, de l'âme de Bacha, de l'âme de Jean-Sébastien, l'âme de Catherine et de Joël. Mais tout ça, c'est juste une âme, l'âme du Créateur. Donc, par ce fait même, toutes les unités vont créer au même temps un réseau. Donc, comme M. Keshe dit, il a commandé la fabrication de 3 unités par semaine actuellement. Ça veut dire que ces 3, une fois qu'ils commencent à marcher, une fois ils sont assemblés. Pas besoin qu'il y ait quelqu'un dedans, c'est utilisé, quoi. Pas important. C'est comme les unités de production de CO2 ou de CO ou autre chose, ou les coupes de carbone, COP2. Une fois les composants sont assemblés dans leur milieu propice, ça commence à marcher. Un magraphe qui est assemblé marche. Et M. Keshe, il a montré ça avec je me rappelle là d'un exemple très drastique, c'était quelqu'un en Hollande, je crois. Il a fait un magraphe et il a badigeonné les bobines avec un gans qu'il a fait de drogue. Je ne sais pas quelle drogue il a pris, peut-être multiple, tant qu'à y être, hein, peut-être. Et après, il a pleuré beaucoup parce que son environnement, pour lui, il a, comme je crois, tué son chat dans un épisode de drogue. Donc, il a plus su comment arrêter le magraphe. Et M. Keshe, il a confirmé un magraphe qui est assemblé et ne peut pas être arrêté. Donc, si il est un peu caput, ça va, il va quand même marcher. Mais il a dit à l'époque, alors une façon, c'est de le détruire, mais même à ça, il faut le mettre dans de l'eau courante, que les champs qui sont produits
s'en va et se dilue rapidement pour ne pas faire du dommage. Mais pour le dommage, on va tantôt avoir une petite capsule comment les magraphes et les unités universelles peuvent ou non faire du dommage. Une autre personne avant ça a demandé, c'était une personne d'Australie. L'Australie est à l'opposé du globe terrestre par rapport à Linz. Il a demandé, est-ce que je pourrais arriver à Linz de l'Australie et est-ce que ça prend une unité universelle en Australie ou juste une à Linz pour mon point d'arrivée? Et la réponse de M. Cash était très draconique. Il disait, les deux sont possibles, ça dépend de vous. C'est très clair qu'est-ce que ça veut dire. Si on comprend très bien comment l'unité universelle marche, le plus on comprend comment elle fonctionne, le moins on en a besoin. C'est clair. Donc, on peut faire un aller-retour dépendamment de la structuration de notre conscience. Et non, on n'a pas besoin d'une unité universelle à Sydney au même moment. Ça, c'était le mauvais bouton. Ah oui, autre question. Cette technologie peut-elle être utilisée pour nous nuire? La réponse de M. Kirsch se fait comme ça. Donc, je vous ai mis deux personnes. Une personne qui est très ouverte à gauche, qui a même les mains en haut par-dessus de sa tête ouverte vers le Créateur et son âme prie au niveau de son cœur. Donc, c'est son libre arbitre est le serviteur parfait. Cette personne a un accès illimité et direct aux technologies évolutionnaires dont fait partie l'unité universelle, la nouvelle, et les autres aussi. À droite, vous avez un enfant qui boude, qui est très dans son libre arbitre non structuré, et à ce moment-là, parce que une personne qui est fermée, une personne qui vibre le non, elle est barrée. C'est-à-dire, cette même personne, par son attitude, se barre elle-même son accès à la technologie évolutionnaire. Donc, ça veut dire absolument impossible que cette unité puisse être utilisée par des fins dommageables ou négatives, non constructives, on peut dire. Parce qu'on a besoin, on comprend que la seule instance en nous qui peut se faire des idées de engins non constructifs ou destructeurs, c'est le libre arbitre ou le mental, la personnalité. Pour que la personnalité, pour que les technologies évolutionnaires marchent, le libre arbitre ou la personnalité doit se soumettre à la guidance ou l'influence de l'âme directement. C'est-à-dire, elle ne peut pas garder ses projets négatifs parce que elle ne peut pas être en harmonie avec l'âme par ou en maintenant un projet négatif parce que ça crée justement une désharmonie avec l'âme qui fait que la technologie évolutionnaire ne marchera pas. C'est très clair.
Donc, c'est comme intégré à l'intérieur de toutes ces technologies-là. Il ne fonctionne que pour le positif et le constructif. La raison est ça, parce que si on veut 4 éléments, l'âme du créateur, l'âme, le mental, l'esprit et le corps physique doivent être en harmonie. Le corps physique, lui, par sa nature, il serait toujours en harmonie avec l'âme. Il peut seulement ne pas tomber hors de l'harmonie grâce ou à cause du libre arbitre qui loge dans le mental ou dans l'esprit. Donc, dans les 4, la seule partie dont on a besoin de s'en occuper, c'est le mental. Notre personnalité, notre ego et tous ces mots qu'on utilise dans les différentes écoles spirituelles pour désigner la partie de nous qui a besoin d'être élevée. Maintenant, on va parler dans une autre capsule de la compréhension du voyagement spatial par la science de Eden. Ces connaissances sont prises d'un livre de Grigory Grabovoy qui s'appelle « La résurrection et la vie éternelle sont désormais notre réalité ». J'aimerais bien lire le livre, mais on n'a pas accès à des envois postaux ici au Guatemala. Peut-être je devrais trouver une autre façon, mais peu importe. Ce livre-là contient ce que je vais vous multiplier sur l'interprétation du voyagement spatial par la science of Eden. Ce que Grigory dit est basé sur le fait que l'homme est créé par le Créateur dans une seule impulsion d'amour à son image. C'est-à-dire entre la création et le Créateur, parce qu'il crée à son image, il n'y a pas de différence. Si nous sommes faits à son image, nous sommes divins. OK. Ça veut dire, d'un autre angle, nous sommes aussi les co-créateurs de nous-mêmes parce que nous sommes les co-créateurs du Créateur. Parce que les créateurs ne peuvent pas créer autre chose que des créateurs. Et il n'y a pas un créateur superbe et des créateurs ordinaires et des créateurs moins ordinaires. Ça, c'est dans notre mental peut-être, mais c'est pas dans la réalité. Dans la réalité, il y a juste créateurs. Donc, ça veut dire que nous sommes à la fois la création et nous sommes à la fois le créateur. C'est-à-dire, nous disposons de toutes les connaissances nécessaires pour créer un créateur. C'est ça ce qu'on fait quand on fait des enfants. Mais cette comment on peut dichotomie peut-être, ou ce double niveau qu'on est création et créateur au même temps, ça a une autre conséquence qui est que le monde extérieur dans l'homme est absolument identique au monde intérieur. Ça veut dire aussi que tout ce qui se trouve dans le monde extérieur
se trouve dans notre monde intérieur, à l'intérieur de notre corps physique. Et ça veut dire, ça c'est la cause pourquoi la création et recréation de l'univers passe par notre corps physique, par nous, par notre intérieur. Et ça ressemble, même Grégory fait cette parallèle à une phrase de Socrate qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Les dieux. Il faut penser à l'époque, Socrate était grec, en Grèce à l'époque. Il n'y avait pas un monothéisme, mais un polythéisme, c'est-à-dire il y avait beaucoup de dieux et un reflet de ça, nous avons dans l'astronomie occidentale encore aujourd'hui. On a le Soleil, la Lune, Mars, Jupiter, Vénus, toutes les planètes qui étaient des dieux. Donc les dieux représentent des forces naturelles. Comment les peuples de Grèce antique ont compris le fonctionnement de leur réalité. Ils ont déjà compris que la réalité n'est pas causée, la réalité matérielle n'est pas causée par la réalité matérielle. Elle est le reflet d'un jeu ou des interactions, des principes non visibles, plasmiques, comme on veut les nommer. Et eux, ils ont appelé ces principes-là les dieux. Pour ça, il dit, on connaîtra l'univers et les dieux une fois on connaît soi-même. Donc, ils ont déjà, à l'époque, le Socrate, il a déjà compris qu'est-ce que nous voudrions bien comprendre maintenant. Ensuite, si cette identité de l'extérieur de nous avec l'intérieur de nous fait que tout objet, tout élément de l'univers qui a la même information à l'intérieur qu'à l'extérieur peut être appelé un être humain. Et là, on commence à tourbillonner dans un cercle parce que le Créateur a créé nous à son image en tant que créateur. Il a créé nous, il a créé toutes les autres choses en co-création avec nous, qui sont aussi créateurs. Il n'y a pas de matière, juste tout court. La matière, au fond, est toujours, comme tous les autres éléments, âme. Donc, ça veut dire, à la rigueur, si je dis tout objet qui a la même information à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est un être humain. En autre mot, tous les éléments qui sont des êtres humains. Ensuite, tout est lié à l'image de l'être humain, sa forme, le travail et l'interaction de ses organes. C'est-à-dire tous les systèmes qu'on pensait avant peuvent être comme des mécanismes de horloge, c'est pas ça. Tous les systèmes qui peuvent exister dans l'univers ont une structure humanoïde, c'est-à-dire ils fonctionnent comme l'être humain. Pourquoi? Parce que l'être humain fonctionne comme le créateur, c'est-à-dire tous les éléments fonctionnent comme le créateur. Et ça veut aussi dire que le corps humain, si tout l'univers tend vers le corps humain, ça veut dire que l'unicos avec tous les univers
se trouve à l'intérieur de nous. So far, so good. Alors, si nous savons comment tout l'organisme, notre propre organisme fonctionne, nous pourrons construire des vaisseaux spatiaux qui se déplacent selon le plan naturel du mouvement spatial. Et là, Grigory Grabovoi a pris l'image des particules sanguines, hémoglobine par exemple, des plaquettes de rouge dans le flux sanguin. Il a dit à un moment donné, une de ces plaquettes de hémoglobine se trouve dans votre grand orteil et à un autre moment, la plaquette se trouve au niveau du cœur, des poumons et à un autre moment dans le cerveau ou ailleurs, sans faire aucun effort elle-même. Hein? La plaquette du globule rouge, le globule rouge n'a pas besoin de faire aucun effort pour se déplacer. Le déplacement se fait tout seul. Il se trouve déplacé. Et parce que on a appris qu'il y a comme un genre de loi, même sur le plan matériel, que le plus petit un élément est, le plus court sa durée de vie, son cycle de vie. Le cycle de vie d'un univers est beaucoup plus long qu'un cycle de vie de galaxie, qu'un cycle de vie de la planète, qu'un cycle de vie d'un être vivant sur la planète, qu'un organe, qu'un globule rouge, par exemple. Je m'excuse pour le bruit, c'est un peu inévitable parce qu'il y a la construction. Mais vous pouvez faire l'exercice de comprendre ce que je dis et d'entendre les cognements de marteau sur du bois et du métal comme une musique en arrière-plan de la multiplication. Donc, pour revenir au thème, qu'est-ce que Grigory nous dit? Il dit que tout l'univers est comme notre corps. Et Hélène Laporte, elle a dit à un moment donné que même les scientifiques les plus avancés peut-être ont découvert que les univers ou l'unicosme a une forme humaine. J'ai recherché ça, j'ai pas trouvé. Mais finalement, ça peut être ça. C'est pas important que ça se passe sur le niveau matériel, mais ça veut dire que, parce que le niveau matériel est inclus dans le niveau fondamental, c'est-à-dire nous pouvons nous déplacer comme un globule rouge dans notre corps, sans aucun effort. Et le globule rouge, il n'a pas de volonté propre à lui, particulier, de se rendre ici et là dans le corps. Non, il va se rendre ici et là dans le corps parce que sa présence est nécessaire maintenant ici, après là et après là. OK? Donc ça, on pourrait, et l'enseignement de Grigory va exactement dans cette direction. Et là, on peut ajouter quelque chose. C'est pas seulement les globules rouges qui voyagent à l'intérieur du corps sans effort.
Non, nous, avec notre imagination, on peut visiter l'intérieur de notre grand orteil droit. On peut visiter le petit doigt de la main droite. On peut visiter toutes sortes d'autres endroits à l'intérieur de notre corps. Et ça prend, quand on fait ça, vous faites ça, vous apprenez que de se déplacer à l'intérieur de notre corps par notre imagination ou par notre clairvoyance, qui est la même chose, le déplacement est instantané. Il n'y a pas de temps qui passe. Et Grégory, il fait exactement cette parallèle-là. Il dit, vu que nous sommes les co-créateurs et les créatures du créateur, et par conséquent, tous les univers, l'unicos est comme notre corps, nous pouvons nous déplacer et déplacer n'importe quoi de la même façon que nous pouvons nous déplacer à l'intérieur de notre corps physique, qui est une partie de l'unicos. Donc, c'est juste, il fait la parallèle et il utilise le parallèle. Et ça, c'est une chose qui est complètement légale et qui fonctionne. Et beaucoup de ces technologies évolutionnaires sont basées sur ce détail-là, que la réalité et le symbole de réalité sont identiques. C'est très expérimentable facilement avec les mots terre et le mot amour. Ces mots-là représentent, le mot terre représente la terre, le mot amour représente l'amour, mais ils ont les mêmes effets déjà. Et si on regarde et on se rappelle que notre monde, les univers, l'unicos et tout ça, c'est un monde perceptionnel. Il n'y a pas vraiment une réalité, surtout pas matérielle. La réalité matérielle, elle est elle-même un symbole à la rigueur. Vous me suivez? Parce que c'est la réalité dans le vrai sens du terme, elle se trouve sur le plan fondamental, elle est invisible. Elle peut juste être détectée par l'amour seulement. C'est-à-dire toutes les autres réalités, c'est-à-dire les phénomènes énergétiques sur le plan de transition et le phénomène matériel sur le plan matériel sont des reflets de la réalité originale sur le plan fondamental. C'est-à-dire tous est de toute façon symbole. Et c'est pour ça que travailler avec les symboles a la même force et efficacité que de travailler sur la entre guillemets réalité, parce que on fait un peu wishy-washy avec les définitions pour dire que la réalité matérielle, ça soit une réalité. C'est clairement pas vrai, première des choses, et par conséquent, ça veut dire que la réalité, entre guillemets, c'est-à-dire la réalité matérielle, c'est une bonne idée de s'habituer à cette pensée que c'est aussi symbole que le mot ou une image ou une chanson ou un poème ou quoi que ce soit de cette réalité, entre guillemets. Parce que la réalité, la seule réalité réelle, on peut dire,
Elle est sur le plan fondamental, c'est-à-dire sur le plan où vit le Créateur et l'âme. De cette manière, Monsieur Grégory dit, pas besoin de propulsion. Il suffit de mettre le navire dans un lit d'un canal particulier, c'est tout. Et un canal particulier, c'est par exemple tous les canaux que nous pouvons créer avec notre conscience ou notre attention vers d'un élément vers l'autre, parce que tous les éléments sont liés de toute façon dans les univers. Oui, ça on sait. Donc nous, on peut comme choisir quelques liens entre éléments pour établir un canal par lequel nous allons voyager. Si nous approfondissons encore ces choses-là, nous verrons que notre vaisseau peut se retrouver immédiatement dans une autre galaxie. Immédiatement. Même mot que M. Kirsch. À un certain stade de son développement spirituel, tout être humain peut se rendre en n'importe quel point de l'univers sans vaisseau s'il le souhaite. C'est-à-dire la méthode de déplacement, de téléportation, c'est pas un vaisseau. La méthode de déplacement dans le futur, c'est le souhait. Et si vous regardez le travail de Conseil universel pour le moment, depuis mois d'août, il travaille presque entièrement sur établir et élaborer des souhaits, une plateforme de souhaits. Donc, collectivement, ils bâtissent ce que M. Grégory Grabovoy appelait la plateforme de l'éternité, sur laquelle va être utilisée par tous les êtres vivants humains à un moment donné pour se déplacer, matérialiser, guérir et toutes sortes de caprioles qu'on veut faire. Et leur travail, comme nos multiplications, se font pour influer sur la conscience collective dont M. Kirsch a parlé le jeudi passé. Il a dit, je vous rappelle, cet équilibre du libre arbitre avec notre âme, c'est la tâche principale de l'humanité du futur dans l'aspect de la conscience collective. Et nous, on sait par les enseignements de Grégory que cette conscience collective, le moment où c'est compris c'est visible sur la conscience collective que le voyagement spatial se fasse par souhait et non par vaisseau spatial, et non pas par vaisseau spatial. À ce moment-là, la réalité perçue de toute l'humanité change comme ça. Paf! Et le fond de tout ça, c'est la dernière question de Grégory Grabovoy. Qu'est-ce que tu crois, mon vieux? Qu'est-ce que tu crois, mon vieux? Ça veut dire, tout ça, c'est beau et belle. C'est très joli. Ça coule comme de l'huile à travers notre conscience. Et ça nous reconfronte à chaque microseconde à notre libre arbitre
qui peut dire, ah oui, j'aime ça, je veux aller là. Ou il va dire, non, 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 alors là, ça va trop loin, ça va pas dessus ma tête. Non, ça c'est trop flyé, comme disent les Québécois. C'est trop uberlu. On va prendre tout ça avec un grain de sel. Le grain de sel nous appelle la colonne de sel de Madame Lot dans la Bible, hein, péniblement. Mais nous, je crois, nous tous, nous sommes plus avec le sourire de Grégory qui parle à notre libre arbitre qui veut tellement collaborer et devenir un serviteur parfait. Et il va, même si il y a des situations où tout le ciel est noir et il y a une tempête et tout va mal, semble, il va quand même pas perdre la confiance dans le processus, que tout se fait selon le plan divin. Voilà, mes amis, j'ai terminé la multiplication avec vous, en collaboration avec vous. Nous sommes des créateurs qui créent des créateurs. Donc, notre influence sur la conscience collective n'est pas statique, c'est pas comme une injection d'un vaccin, mais c'est vivant. Donc, nous injectons une entité vivante dans la conscience collective qui grandit. Alors, sur ça, je vous laisse le microphone pour vos commentaires et vos questions si jamais. Merci de votre collaboration.